Bonjour à tous. En sport football, l'équipe nationale ivoirienne affronte la sélection sierra-léonaise ce samedi à Bouaké. Dernier match pour les éliminatoires de la CAN 2017. Nous retrouverons dans quelques instants notre envoyé spécial à Bouaké. La Côte d'Ivoire fait la promotion du secteur de l'artisanat. Une trentaine de pays sont attendus sur place pour la deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat. Ce sera du 16 au 25 septembre 2016 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Le secret de la longévité sera peut-être découvert en Italie. Le petit village d'Acciaroli détient le record de centenaire. Sur 1000 habitants, il en compte plus de 300. En plus de vivre vieux, ils sont aussi en bonne santé et ne connaissent ni maladie cardiovasculaire ni Alzheimer. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 3 septembre. Bienvenue dans le 13h sur RTI 1. L'équipe nationale ivoirienne affronte cet après-midi la sélection sierra-léonaise au stade de la paix de Bouaké. C'est le dernier match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN de football 2017. Nous allons maintenant retrouver Ricardo Zama en direct du stade de la paix. Bonjour Ricardo. Bonjour Fatou Fofana. Alors l'enjeu de cette rencontre est connu, un nul ou bien une victoire pour se qualifier pour la CAN Gabon 2017. Est-ce une mission possible ou impossible pour nos éléphants? Il faut exclure tout de suite le nul pour éviter des calculs. Absolument une victoire pour les éléphants s'impose ce soir. Et on va dire que nos joueurs en sont conscients. Et tout a été mis en œuvre pour que les éléphants de Côte d'Ivoire battent les Sierra-Léonais cet après-midi au stade de la paix à Bouaké. Alors vous avez certainement pu échanger avec quelques joueurs déjà. Quel est l'état de forme et le moral de nos pachydermes? On peut dire que le moral, il est tout simplement guerrier. Parce que, comme je l'ai dit, il faut une victoire absolument. Et donc, tous savent que d'entrée, il faut batailler ferme pour arracher cette qualification. Vous savez qu'au nombre de points, nous sommes talonnés par la Sierra Leone qui a absolument besoin, elle aussi, de victoire. Et donc, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Il n'y aura pas de calcul à permettre. Donc, une victoire absolue des éléphants de Côte d'Ivoire. Victoire absolue. Ricardo Zama, on aura des absents ce soir. Yaya Touré notamment, Serge Aurier aussi. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons une équipe nationale interchangeable et quelquefois, on l'a fait sans le grand Didier Drogba et donc, quelle que soit l'absence du moment, eh bien, ceux qui sont présents savent qu'ils sont là pour défendre la nation et ils vont le faire à cœur joie. Alors, vous l'avez dit, il faut éviter le nul pour éviter les calculs. Mais est-ce que l'équipe adverse peut créer la surprise? Absolument. Il y a eu une conférence de presse il y a quelques instants et Aïcha Ganson, qui est la présidente de la Fédération sierra-léonaise de football, a dit que la Côte d'Ivoire ne fait plus peur et que la Sierra Leone est également ambitieuse. Et donc, ça va être un match très enlevé cet après-midi, un match à prendre au sérieux parce que les Sierra Leonais viennent avec l'ambition, la ferme et légitime ambition de se rendre à Libreville, eux aussi, en janvier prochain. Un match très enlevé ce soir, vous l'avez dit. Est-ce que les Bouakois se sont mobilisés pour pousser l'équipe à la qualification? Le 12e homme sera-t-il au rendez-vous ce soir? Alors, Bouaké l'a démontré en match amical contre le Gabon il y a quelques semaines de cela. Bouaké s'affiche comme la ville qui accueille davantage les éléphants de Côte d'Ivoire. La mobilisation, on va le dire, est totale. Nous allons avoir l'occasion de le vérifier dans quelques heures. Mais déjà en ville, il y a l'effervescence et tout le monde s'apprête à rejoindre les gradins du stade de la paix de Bouaké. Merci Ricardo Zama. Je le rappelle, vous êtes en direct du stade de la paix à Bouaké pour la rencontre Côte d'Ivoire-Sierra Leone. Alors Fatou, on peut parler un peu allez-y. de la sécurité, juste un mot. Le dispositif sécuritaire sur place, oui, allez-y. Oui, les dispositifs sécuritaires, vous savez qu'il y a près de 1000 policiers et gendarmes qui ont été mobilisés pour l'opération avec 2 cordons de sécurité. Eh bien, donc, tout est minutieusement conduit sous la supervision du commissaire Jean Bouakwasi. Et donc, nos amis, les policiers et les gendarmes sont à pied d'œuvre, fouilles minutieuses à l'entrée du stade. On peut dire que la sécurité est garantie ce soir. Merci Ricardo Zama et bonne chance à nos pachydermes.
Au palais présidentiel d'Abidjan, le chef de l'État a eu une rencontre avec le ministre flamand de la mobilité, des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme. Il est arrivé à Abidjan avec une délégation d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires spécialisés, notamment dans les secteurs du transport et de l'électricité. L'intention est affichée, nouer des contacts entre hommes d'affaires ivoiriens et flamands. Fijanaïma. À la tête d'une importante délégation comprenant plusieurs chefs d'entreprise, le ministre flamand de la mobilité, des travaux publics, du bien-être animal et du tourisme, son Excellence Ben Yetz, était reçu ce vendredi au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les potentialités qu'offre la Côte d'Ivoire en matière d'investissement, car la délégation d'hommes d'affaires flamands veut créer des entreprises en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas seulement un voyage au niveau politique, diplomatique, mais aussi pour avoir des actes concrets et des contrats entre les partenaires ivoiriens et les entrepreneurs flamands. Nous sommes spécialisés sur le terrain logistique, de transport, technologie et électricité. La Côte d'Ivoire attire de plus en plus les investisseurs en raison de ses réformes économiques, son bon climat d'affaires et surtout sa paix sociale. Les hommes d'affaires belges en mission de prospection économique affichent leur volonté d'investir en Côte d'Ivoire. Les 45 investisseurs flamands ont noué déjà de nombreux contacts avec des partenaires ivoiriens dans plusieurs secteurs, notamment l'énergie et les travaux publics. Ces hommes d'affaires belges se sont rendus au port d'Abidjan pour décrocher des marchés porteurs. Lansine Bakayoko et Adama Kone. À la recherche d'opportunités d'investissement, ces hommes d'affaires belges ont été bien servis par le port autonome d'Abidjan qui souhaite bénéficier de la technologie de ses homologues afin de se rapprocher davantage des standards internationaux en matière d'équipement maritime. Le président de la communauté portuaire a déballé une bonne liste de projets importants. Il s'agit de créer les conditions de la performance de la plateforme logistique. Ça passe par des parkings, ça passe par des voies d'accès démultipliées, ça passe par une meilleure gestion intégrée entre un parking hors du port et un parking d'appel dans le port. Et en cela, les Belges ont une expertise certaine. Tous ces projets suscitent un intérêt pour les 45 opérateurs économiques européens. La Belgique, riche en infrastructures maritimes, avec ses 4 ports dont Anvers, deuxième grand port européen, entend prendre toute sa part dans la conquête du marché ivoirien, en expansion. Les sociétés privées vont être intéressées, mais donc vraiment on est ouvert à toute proposition, à regarder comment on peut contribuer et coopérer, et au niveau des investissements et au niveau donc commercial. Des essais qu'il va falloir transformer en actions gagnantes. Mon objectif, c'est de faire en sorte que maintenant les projets, après avoir écouté et vu toutes les potentialités et toutes les opportunités d'affaires, qu'on me présente maintenant des propositions concrètes. L'heure n'est plus à la parole, mais l'heure est aux actes. Des actes qui devraient booster fortement les échanges commerciaux entre Yamoussoukro et Bruxelles en progression continue, avec un volume de 941 000 tonnes en 2015. Quant au port autonome d'Abidjan, le niveau global de son trafic culmine aujourd'hui à 22 millions de tonnes par an. Dans le domaine des droits de l'homme, tout comme l'État ivoirien, la Cour pénale internationale CPI a mis sur pied un fonds de soutien aux victimes en vue de réparer les préjudices subis. Comment fonctionnent ces deux mécanismes distincts d'indemnisation ? La coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale a initié une rencontre autour de la question. Les victimes des différentes crises en Côte d'Ivoire, principales bénéficiaires du fonds, et aussi les membres de la société civile ont été conviés. Maïsako. Mariam Danyogo, âgée d'une quarantaine d'années, a subi des préjudices matériels lors de la crise post-électorale. Notre maison a été pillée, on a tout perdu. Rien n'est sorti de la maison à part les extraits de naissance de mes enfants. N'ayant pas pour l'instant été prise en compte dans la phase pilote du processus d'indemnisation initié par le gouvernement, Mariam attend une seule chose, la réparation des torts qui lui ont été causés. C'est la prise en charge des victimes, c'est-à-dire l'indemnisation que nous voyons en Côte d'Ivoire qui va très lentement
Et notre souhait, c'est que le processus puisse avancer rapidement pour que toutes les victimes soient soulagées. Digbe Gbalin a lui abandonné tous ses biens lors de la crise de 2002. Contrairement à Mariam, il a reçu un dédommagement à travers le fonds d'indemnisation des victimes. Aujourd'hui, il dit attendre plus et souhaite avant tout comprendre le fonctionnement du fonds octroyé par l'État de Côte d'Ivoire pour les victimes. Nous attendons à ce que les victimes soient véritablement indemnisées, qu'on puisse pencher sur la question de la réparation concernant les victimes. Sur quelle base véritablement les gens pourront effectivement s'appuyer pour indemniser les victimes. Mariam et Digbe devraient trouver des réponses à leurs différentes préoccupations au terme de la 11e conférence trimestrielle de la section 4 de la Coalition pour la Cour pénale internationale. Outre la présentation du fonds au profit des victimes à la CPI et celui mis en place par le gouvernement ivoirien, la rencontre a planché sur les défis et enjeux rencontrés par ces deux structures. Alors, le fonds fonctionne comme structure non judiciaire à côté de la Cour. Il est géré par un conseil d'administration qui sont 5 membres, élus directement par les États partis, dans les 5 régions qui se proposent autour de la Cour. Donc l'Afrique, l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Asie et l'Amérique latine. Et nous travaillons sur le terrain avec des partenaires locaux. Les structures de mise en œuvre de nos activités qui sont sélectionnées à travers des appels d'offres. Notre combat, c'est que nous avons été approchés par beaucoup de victimes qui sont dans des situations précaires depuis la crise de Côte d'Ivoire. C'était encore des balles dans le corps, d'autres sont handicapés, d'autres sont sur des femmes particulièrement par rapport aux violences sexuelles, sont malades, qui ont par exemple le VIH/SIDA. Donc nous avons attiré l'attention du fonds pour dire qu'il est bon qu'on puisse assister ces différentes personnes-là avant qu'il y ait la fin du procès. Parce que les procès aujourd'hui à la CPI sont des procès qui vont prendre du temps. Et il ne faudra pas attendre que les réparables se produisent. La société civile, partenaire privilégié des victimes, souhaiterait voir se concrétiser la collaboration entre le fonds au profit des victimes à la CPI et le fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire. Je pense que ces deux fonds-là doivent être complémentaires. D'où la nécessité, n'est-ce pas, que la CPI puisse rapidement mettre en œuvre ce fonds-là au plan local. Le fonds au profit des victimes à la CPI et le fonds d'indemnisation pour les victimes de Côte d'Ivoire ont un dénominateur commun, la prise en charge des personnes ayant subi des dommages au cours des différentes crises. Sur place à la CPI, le procès de l'ancien président Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé se poursuit. Un nouveau témoin est entré en scène depuis mercredi. C'est le 14e depuis le début du procès. L'officier, à l'époque de la gendarmerie nationale sous Laurent Gbagbo, s'est prononcé sur des questions militaires durant la crise post-électorale et aussi sur certaines manifestations qui ont entraîné mort d'hommes pendant cette période. Retour en Côte d'Ivoire pour la remise de diplômes des promotions sortantes 2016 de l'Institut national de formation sociale. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale a exhorté ses nouveaux agents à donner le meilleur d'eux-mêmes et à afficher un professionnalisme à toute épreuve. Herman Yamia. 250, c'est le nombre d'étudiants de la promotion sortante 2016 de l'Institut national de formation sociale INFES. Mettez en application tout ce qui vous a été enseigné pour être de véritables agents de développement durable pour le bien-être de la population. Les 148 éducateurs spécialisés et les 102 maîtres d'éducation spécialisés ont reçu leur diplôme de fin de formation. Des parchemins qui leur ouvrent les portes du monde du travail. Mais avant d'y entrer, leur ministre de tutelle les invite à beaucoup de professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Chers filleuls, je voudrais alors vous engager à rester dans les sillons du social professionnel doté d'une charge sacerdotale ou du don de soi pour le bien-être des autres. À travers ces étudiants, c'est à tous les agents du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale que ce message est lancé. L'INFES a pour objectif de former des agents sociaux et des cadres du domaine social aptes à soutenir les pouvoirs publics en vue d'aider les populations à accéder à un mieux-être. Poursuivons avec un communiqué. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration informe la population que des individus mal intentionnés procèdent aux raquettes des candidats
inscrits aux différents concours administratifs contre admission de ces derniers. Dans la nuit du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre, 2 personnes appartenant à un réseau d'arnaqueurs ont été appréhendées par la police sur le site de l'antenne de la fonction publique d'Adjamé, alors qu'elles s'apprêtaient à afficher la liste des admis à l'un des concours pour lequel aucun candidat n'a encore composé. Le ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration décline toute responsabilité face à cette pratique. De ce fait, il tient à rassurer les candidats sur la transparence autour des différents concours en les invitant à être vigilants et à dénoncer de telles pratiques qui sont de nature à jeter le discrédit sur la bonne organisation des concours administratifs. À Daloa, les services de la douane ont saisi plus de 1000 kg de drogue et de produits pharmaceutiques illicites sur la période de janvier à août 2016. Ces produits pharmaceutiques non enregistrés, cigarettes prohibées et drogues ont été tous incinérés. La subdivision de la lutte contre la contrefaçon et les stupéfiants des douanes de l'ouest de la Côte d'Ivoire entend redoubler d'efforts pour mettre hors d'état de nuire les trafiquants et commerçants véreux. Dans la région du Bunkani, les femmes de Nassian ont produit un peu plus de 76 000 tonnes de produits vivriers en dépit de la saison sèche qui a eu un fort impact négatif sur la production. Niale Kaba, marraine de la coopérative Provina, a exhorté ces femmes à produire davantage pour lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural. À Boussanego. La sécurité alimentaire, presque une réalité dans le département de Nassian. Tomates, arachides, choux, aubergines, maïs. Cette année, plus de 76 tonnes de produits vivriers sortis de terre malgré la longue saison sèche qui a frappé toute la région de Bunkani. Estimé à près de 1000 au sein de la coopérative Provina, les femmes du département de Nassian projettent mieux faire si elles ont plus de moyens. Une fois la deuxième tranche de recensement achevée, nous serons situés sur nos prévisions en maïs, en attendant la période de l'oignon, de l'aubergine, de la tomate et des autres vivriers. Le principal but de cette coopérative, c'est de lutter contre la pauvreté féminine en milieu rural. Une ambition que l'UE cadres ont décidé de soutenir. Je voudrais que vous trouviez ici l'expression de mes encouragements les plus chaleureux. Grâce à elle, le panier de la ménagère connaît une croissance en vivres et leur mari dépense moins. Je suis si fière de savoir et de voir que les femmes de Nassian s'organisent. Elles s'organisent pour être plus fortes. Elles s'unissent et s'engagent ensemble dans une même société coopérative. La culture de l'oignon en Côte d'Ivoire reste encore timide avec une production qui couvre seulement 5% de la consommation. Pour tenter d'inverser la courbe, Provina en a fait sa principale culture. Cette année, la coopérative a produit 17 tonnes d'oignons avec en perspective la couverture de tous les départements de Nassian. Voilà, ces femmes de la coopérative de Provina ont produit en tout 76 tonnes de produits vivriers. La Côte d'Ivoire fait la promotion du secteur de l'artisanat. Une trentaine de pays sont attendus pour la deuxième édition du marché ivoirien de l'artisanat. Ce sera du 16 au 25 septembre 2016 à Abidjan, la capitale économique ivoirienne. L'artisanat. Le secteur occupe une place de choix dans l'économie nationale. En 2014, c'était le premier pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire avec une contribution à hauteur de 12% du PIB. La deuxième édition donc d'un marché ivoirien de l'artisanat pour consolider les acquis de la précédente, celle de 2014, et amener les populations à s'en approprier. Les tombées du MIVA, c'est d'abord la promotion des œuvres artisanales. Les gains, d'abord, les gains financiers pour les artisans qui vont participer. Maintenant, au plan de la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire, notre pays, tous les pays participants au MIVA seront désormais des pays qui vont compter de plus en plus en matière de coopération et de relations internationales pour notre pays. On donne cette fois-ci une opportunité aux artisans de se faire connaître. C'est une aubaine qu'on leur donne, de se mesurer à leurs homologues du Maroc. Le MIVA, un espace pour la promotion des artisans d'Afrique et même au-delà. Une trentaine de pays participent à cette deuxième édition qui aura lieu du 16 au 25 septembre prochain à Abidjan. Sont annoncées des innovations telles
le championnat de chocolat de Côte d'Ivoire et un concours entre régions phares. Ce concours va sélectionner la région phare qui sera mise à l'honneur. Maintenant, le concours du chocolat. Vous vous rappelez que le Conseil des ministres en sa séance du 16 février 2016 a fait la promotion du label chocolat Ivoire. Nous allons insérer cette manifestation pour donner une dimension internationale au MIVA. Le thème choisi, artisanat africain et émergence, une façon de promouvoir l'excellence dans un secteur qualifié souvent déformel. À cette deuxième édition sont attendus plus de 25 visiteurs et 600 exposants avec pour invité spécial le Maroc. À Agboville, le Japon est satisfait des projets réalisés par l'Institut des affaires culturelles, financés à hauteur de 180 millions de nos francs. Pour lutter contre la pauvreté, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire s'engage à trouver des financements pour d'autres projets de développement dans ce département. Aurélia Drokula et Delphine Blanc. Palmiers à huile, orangers, maraîchers, élevage de poulets, des projets réalisés par le Japon. Nous sommes dans le village de Dei-Obogie, dans la commune de Rubino. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, Hiroshi Kawamura, est satisfait des projets agro-pastoraux réalisés par l'Institut des affaires culturelles de Côte d'Ivoire, en abrégé ICA, sur les sites des 11 villages de la région de l'Agné-Bitiassa, au titre de la première année d'exercice. Je suis très heureux de nous trouver aujourd'hui à vos côtés ici à Agboville, dans le cadre de cette cérémonie relative au projet de fourniture de compétences professionnelles et de leadership dans une zone rurale en vue de la création d'emplois, au développement économique et social. Pour Kwame Eugène, directeur exécutif pays de l'Institut des affaires culturelles, partenaire de l'ICA Japon, pour ces 2 dernières années d'exercice, ce sont plus de 180 millions de francs CFA que le Japon a investi dans la réalisation de plusieurs projets. Cette deuxième visite de son Excellence sur nos projets s'inscrit dans le suivi des activités de terrain à mi-parcours relativement à l'exécution du projet de réinsertion de 585 jeunes à risque dans la région de l'Agné-Bitiassa. Pour lutter contre la pauvreté dans cette région, l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire s'engage à trouver des financements pour la réalisation de nouveaux projets. Cadres et élus locaux ont salué les actions menées par le Japon en faveur de la région avant de soulever quelques préoccupations dans les secteurs de la santé et de l'école. Deuxième édition des Journées nationales des sciences secrétariales à Yamoussoukro. C'est une plateforme de renforcement de capacités, d'échange et de partage d'expériences des secrétaires. Pour cette année 2016, le thème est la secrétaire au cœur de la stratégie de l'entreprise. C'est un reportage signé Kader Sogodogo. Les Journées nationales des métiers 2016 ont enregistré une étape très importante, les journées dédiées aux sciences secrétariales. À cet effet, des secrétaires de divers services, des experts consultants, des spécialistes et des universitaires étaient à Yamoussoukro. Les sciences secrétariales, il faut le dire, connaissent ces dernières années de profondes mutations et font d'elles un pilier important au sein des entreprises. Le thème des Journées nationales des sciences secrétariales, JNSS 2016, est la secrétaire au cœur de la stratégie de l'entreprise, un thème qui est révélateur. Pour sa contribution, la présidente de la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire n'hésite pas à donner sa vision. Si on veut transformer le monde du secrétariat, on ne peut pas le transformer seul. Il faut le transformer en réseau. Il faut créer une masse critique d'hommes et de femmes qui décident de révolutionner les choses. En ce moment-là, il y a croissance, il y a avancée. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre 2 personnes qui ont les mêmes compétences techniques? C'est le leadership. C'est la capacité à transformer son environnement et la capacité à influencer, à impacter, à guider les autres. Arriver à passer d'un simple exécutant en un coordonnateur opérationnel à la disposition du patron. Voici le nouveau profil de la secrétaire partagé par les initiateurs des JNSS. Aujourd'hui, tous les patrons sont davantage autonomes. Donc la secrétaire doit pouvoir elle-même faire sa mutation de sorte à pouvoir entrer, comprendre davantage le business de son patron. L'apport des TIC
ou encore les techniques d'accueil et de gestion de la relation client par les secrétaires ont également été au cœur des JNSS 2016 qui ont duré 3 jours. Lancement des travaux de désenclavement des quartiers de la commune de Soubré dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La mairie de Soubré veut améliorer les conditions de vie de ses administrés et favoriser les activités économiques. Godefroy Okambawa et Sita Soro. Soubré, localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, dans la région du Bassa-Sandra, veut amorcer son développement. Pour ce faire, le maire de la commune, Traoré Lassina, a procédé au lancement des travaux de désenclavement de voiries difficiles d'accès aux populations. Ceci permettra d'améliorer l'activité économique et soulager les populations, surtout en cette période de saison pluvieuse, a indiqué le premier magistrat de la ville. En plus de ces travaux, s'ajoute la réhabilitation de la ceinture du Grand Marché, fortement dégradée, ainsi que le déguerpissement des commerçants occupant les trottoirs. Selon les autorités communales, une brigade de salubrité verra bientôt le jour. Elle aura la charge d'aider la municipalité dans sa mission, celle de créer un cadre sain et donner une image reluisante de la ville de Soubré. Le petit village d'Acciaroli détient le record d'Italie de centenaire. Ce hameau de 1000 habitants de la côte sud-ouest de l'Italie compte plus de 300 centenaires. Non seulement ils vivent vieux, mais aussi en bonne santé. Intrigués, des scientifiques américains et italiens ont décidé d'étudier cette population qui détient peut-être les secrets de la longévité. Ils ont 93 et 100 ans. Amina et Antonio sont en parfaite santé et totalement autonomes, comme la plupart des centenaires d'Acciaroli, un petit village du Cilento dans le sud de l'Italie. Ici, plus d'un habitant sur 10 a dépassé le cap des 100 ans. On ne mange que des choses saines. On mange beaucoup de poissons, des produits de la campagne que l'on cultive nous-mêmes. On a nos propres lapins, nos poulets, seulement des produits du terroir. Et l'huile d'olive, on consomme celle que nous produisons. Car ce serait en partie dans l'alimentation que réside le secret de ces heureux centenaires. Pas un hasard si la fameuse diète méditerranéenne a été découverte ici, dans les années 50, par l'américain Ansel Keys. Plus de 60 ans après, ce sont d'ailleurs des scientifiques américains qui ont décidé d'étudier de plus près le mystère de cette longévité, aux côtés de leurs collègues de Rome. Est-ce qu'il y a quelque chose dans leur gène qui, couplé avec autre chose, les fait vivre plus longtemps et en bonne santé? Par exemple, il se pourrait qu'ils aient un gène qui fait que quand ils mangent quelque chose, par exemple du romarin qu'ils consomment quotidiennement et qu'ils cultivent eux-mêmes, eh bien peut-être que cela a un effet bénéfique. On sait que le romarin permet d'améliorer les capacités du cerveau. Sur les 80 personnes âgées qui ont participé à cette étude, et notamment 25 centenaires, aucun d'eux n'a la maladie d'Alzheimer. Tous ont également en commun une activité physique quotidienne, comme la pêche, la marche ou encore le jardinage. Ce que nous aimerions faire au final, c'est créer un score clinique, une sorte d'outil. Une personne, pour vivre bien et longtemps, devrait avoir un certain type d'alimentation, un certain type d'activité physique, un certain type de vie en société et une certaine philosophie. Une recette que ces scientifiques espèrent bien un jour exporter pour permettre à d'autres de vieillir en bonne santé. En marge du sommet du G20 en Chine, le pays, premier pollueur mondial, a ratifié ce samedi l'accord de Paris sur le climat. Les États-Unis, autre gros pollueur, devraient lui emboîter le pas dans la journée. L'accord de Paris, conclu le 12 décembre à l'issue de la COP21, a été formellement signé par 175 pays en avril à New York. Mais chaque pays doit ensuite, selon ses propres modalités, ratifier le texte. Revenons pour finir sur l'actualité sportive de ce jour. Les éléphants sont en quête d'un nul ou d'une victoire. Ils affrontent ce samedi à Bouaké la Sierra Leone au stade de la Paix. C'est le dernier match pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2017. Et la rencontre vous sera bien sûr retransmise sur les antennes de la RTI. Ce sera à partir de 19h. Merci de rester sur RTI 1. Très bon samedi à tous.